Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle conférence, Travailler au domicile des personnes dépendantes. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Lévy, qui est directrice commerciale et relations publiques sur la structure Caléor. Le plaisir d'accueillir aussi Madame Catherine Campa, qui est animatrice régionale Grand Est du particulier emploi. Madame Niriclo Stéphanie, chargée de développement Hyperia. Monsieur Worms, qui est directeur de la structure Alice, donc un employeur qui viendra aussi nous parler du travail à domicile, ainsi que Monsieur Jérémy Fournier, qui est chef du service à domicile au niveau de Azimat, et qui est aussi un employeur qui viendra nous parler du travail à domicile. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est le service à domicile? Donc, si on prend une définition toute simple, c'est le service rendu au domicile d'un particulier dans le but de lui faciliter la vie quotidienne. Alors, son intervention de ce professionnel, il est assuré par un salarié, naturellement, qui est qualifié. Dans ce contexte sanitaire très complexe, c'est un secteur qui recrute massivement. On aura l'occasion d'en échanger avec Monsieur Worms et Monsieur Fournier, peut-être même sur les difficultés liées à ce contexte sanitaire. Mais attention, deux petits points très importants sur lesquels on reviendra. Travailler au domicile de personnes dépendantes, ce n'est pas uniquement travailler auprès de personnes âgées. Dépendantes, c'est aussi des personnes en situation de handicap, cela peut être aussi des nourrissons, etc. Donc on reverra un petit peu ça vraiment de manière avec les organismes de formation, par exemple, présents. Et puis le domicile, c'est désormais un lieu de travail à part entière. Et ce n'est pas uniquement travailler au domicile, ce n'est pas uniquement, naturellement, effectuer des tâches ménagères. C'est bien plus que des tâches ménagères, et on le verra aussi avec les attentes des employeurs à ce sujet. Alors justement, pour pouvoir vous éclairer sur ce qu'est ce travail à domicile, je vais passer la parole donc à Monsieur Worms d'Alice et à Monsieur Fournier d'Azimat, qui vont nous présenter effectivement les différentes fonctions, les différents métiers au sein de leur structure. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je veux bien commencer et prendre la parole au début. Donc effectivement, l'association Alice, mais comme les autres associations, interviennent sur un ensemble de territoires sur le département de la Moselle en l'occurrence, et s'adresse à tous les publics, quels que soient les âges. On a l'occasion de dire et l'habitude de dire d'avant la naissance jusqu'au dernier jour de vie, puisqu'on peut aussi bien accompagner, aider des personnes qui sont notamment des femmes enceintes qui attendent un heureux événement, mais également l'arrivée de l'enfant, les premiers jours de vie, l'accompagnement au domicile en l'absence des parents qui vont reprendre une activité professionnelle ou une action de formation. Et puis pendant la vie active, pour concilier vie professionnelle, vie familiale, mais également loisirs et vie personnelle. Et quand les personnes éventuellement ont des difficultés, des accidents de vie, que ça soit lié à un accident, que ça soit lié à une maladie, mais aussi à la prise d'âge et à la perte éventuelle d'autonomie, on peut être là pour stimuler, pour soutenir, pour accompagner, et éventuellement aussi pour pallier à des difficultés, pour se mobiliser, pour manger, pour stimuler les gens. C'est vraiment quelque chose de très important. Et toutes les personnes, femmes et hommes, ce n'est pas qu'un métier de femme, bien au contraire, sont là pour aider, pour accompagner, pour s'auto-compléter en fonction des qualifications. Le maître mot, c'est la motivation et l'envie de soutenir les autres. Merci pour cette petite présentation. Monsieur Fournier, alors au niveau des fonctions, au niveau de votre structure, ça va se rapprocher naturellement à ce que Monsieur Worms a dit, et plus précisément pour votre structure. Alors nous, on se rapproche très fortement de Alice. On est un peu plus spécialisé sur les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. On accompagne très ponctuellement les personnes de moins de 20 ans. Notre public va de 20 ans au dernier jour de la vie. Donc, on a un public essentiellement de personnes âgées, majoritairement à 80% de nos services.
et le reste du public et des personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap physique suite à un accident ou un handicap de naissance. Et on a également, c'est très important de le préciser, un public atteint de troubles psychologiques ou psychiatriques. Voilà. Donc, tout comme mon collègue de Alice, on doit être là pour accompagner les personnes, pour les écouter. Et également, il faut être très conscient qu'il y a toute une batterie de gestes techniques qu'il faut très bien maîtriser, que ce soit dans le transfert des personnes, pour des toilettes notamment, ou pour un change, ou pour passer d'une pièce à l'autre. Merci pour ces éclairages. Alors, justement, avant de présenter ces gestes techniques au travers l'acquisition de compétences, notamment par rapport aux formations qui sont dispensées, juste un petit éclairage pour le public qui suit cette table ronde. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans votre qualité d'employeur, les qualités qui sont nécessaires pour travailler au domicile des personnes en situation de dépendance? Parce que vous l'avez souligné, c'est un public très, très varié, on le voit par rapport à ce que vous venez de présenter. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut au public pour travailler au domicile? Je commence, donc, moi, je dirais il y a deux grandes catégories de qualités. Il y a les qualités déjà personnelles, des qualités qu'on a en soi. Tout d'abord, l'écoute, la patience, toute la partie sociale. Donc, toujours, on va au domicile de personnes qui sont souvent vulnérables, donc au moins avoir le sourire, une bonne humeur, ne pas transmettre ses soucis alors qu'on va déjà au domicile de personnes qui ont des soucis. Donc ça déjà pour moi c'est très important. Il faut aussi savoir détecter quand un bénéficiaire va moins bien, mange moins bien, savoir faire des informations. Donc, toutes ces qualités, pour moi, c'est vraiment des qualités de vie. On doit également, pour moi, aussi avoir une grande ouverture d'esprit, parce que nous, à la ZIMAT, je pense que mes confrères, on ne choisit pas nos bénéficiaires. Donc, que ce soit une personne qui a, avec en fonction des différentes coutumes aussi, donc il faut vraiment s'adapter. Et après, on a les qualités d'ordre professionnel. Donc, c'est un métier pour moi où on ne doit pas compter ses heures, où on doit travailler les week-ends, on doit travailler les journées. Donc, bien évidemment, on s'adapte. Hein. Et voilà, il faut être présent. Et puis, on a les qualités de métier. Là, on les apprend, où on va former les gens sur le matériel technique, sur savoir établir un repas en fonction du temps, savoir faire tout l'entretien du linge et du logement. Des fois, on est très étonné parce que c'est pas comme à la maison. Hein. Il y a vraiment des gestes techniques aussi sur cette partie. Savoir gérer les coûts et le petit administratif des bénéficiaires. C'est tout un ensemble de qualité. C'est un ensemble, effectivement, comme vous le dites, de qualité. Monsieur Worms, vous, dans votre recrutement, les qualités que vous attendez de vos futurs salariés, comme ça, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je rejoins tout à fait ce que disait Jérémy Fournier. Il faut peut-être juste que pour les participants, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est aussi oser franchir les portes, c'est-à-dire que ça soit avec son expérience de vie ou que ça soit même avec une formation plus ou moins ancienne. On ne pense pas forcément au domicile, mais le domicile, c'est aussi un cadre professionnel et où il y a une vraie relation. Par rapport notamment aux établissements où il y a tout un suivi, une organisation. Là, il y a un suivi de la vie des personnes. On va les accompagner, on va les voir progresser, ou malheureusement aussi, on va les voir avec des difficultés de santé qui pourraient être plus importantes. Mais il y a ce vrai suivi, il y a une vraie relation humaine qui existe, qui est peut-être encore plus forte avec un accompagnement
Et donc, quand on dit ouvrir les portes et oser y aller, c'est que certains peuvent se dire, mais tiens, moi, je connais pas du tout le domicile, j'ai jamais fait ça, mais on peut avoir une expérience personnelle, avoir été parent, s'être occupé de son proche, de ses propres parents aussi, et puis à un moment ou un autre, alors les organismes de formation et la région sont là derrière, mais la personne peut venir vierge de toute ouvrir, avec notamment Pôle emploi, il y a des découvertes de métiers qui peuvent être mises en place, et un parrainage, l'apprentissage par les autres professionnels de chez nous, l'accompagnement, la réponse aux questions peut aider. Et puis petit à petit, les gens peuvent, si elles ne sont pas déjà formées au départ, les personnes peuvent suivre des formations, l'approfondissement, si on est dans des tâches ménagères, je ne maîtrise pas totalement leur passage des chemises, voilà. Donc il y a des petites formations qui sont organisées dans toutes nos structures. Il y a aussi des rappels en ce moment avec la période qu'on connaît sur les règles d'hygiène au domicile, l'accompagnement, quand est-ce qu'il faut aider, conseiller, quand est-ce qu'il faut signaler. Et puis quand on est motivé, quand on a du temps et quand on a envie de progresser, il y a toute une carrière qui peut se construire. C'est-à-dire que c'est pas que la vision, je commence par une activité et je ferai ça toute ma vie, c'est non, je peux changer de public, je peux changer de structure, je peux changer d'organisation en fonction de ma vie, travailler plutôt les matins, plutôt les soirs, à temps plein, plutôt en milieu urbain, plutôt en milieu rural, et puis faire des allers-retours, notamment avec des structures. On a envie de passer un autre cap dans sa carrière. Donc toutes les formations qui existent, ça va être des formations très spécialisées et on peut apprendre plus sur l'enfant, sur le développement, sur la personne âgée, sur certaines maladies neurodégénératives. Et tout ça, c'est un vrai parcours de vie. On commence sans formation, on peut terminer avec un niveau qui va être niveau bac, bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, et voir aussi d'autres facettes du métier d'aide à domicile. La coordination, l'accompagnement, la partie administrative, il y a tous ces aspects-là aussi. Donc ce sont des métiers et ce sont des vies différentes. Je me permets d'intervenir aussi. On peut aussi, effectivement, donc je rejoins tout à fait ce que vient de dire Monsieur Fournier, et on peut également cumuler et changer de modèle d'emploi. Il ne faut pas oublier aussi que le domicile, certes, est un lieu de travail, mais qui peut se faire aussi de particulier à particulier. Il existe le secteur de l'emploi direct, qui est un autre modèle d'emploi, mais on peut tout à fait être en relation de travail avec un particulier en situation de dépendance. Et on peut cumuler tous ces modèles d'emploi et pérenniser à la fois son temps de travail et sa situation de travail, bien sûr. Alors, je pense que c'est très important. Merci pour les précisions de la part de M. Worms et de M. Fournier. Merci, Mme Nériclot. On reviendra peut-être sur cette possibilité de cumul d'emploi. Mme Campa pourra intervenir sur ce sujet. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse aussi voilà, notre public aujourd'hui. Et c'est important de pouvoir en parler. C'est comment je peux cumuler effectivement des modèles. Hein, vous avez employé ce terme, des modèles d'emploi. Donc, on reviendra précisément sur ce sujet qui, je pense, vraiment est très intéressant pour le public. Merci pour cette présentation, messieurs, et notamment sur la diversité du public à domicile, sur les évolutions de carrière possibles. Et ça nous permet de faire la transition avec donc nos instituts, nos organismes de formation ici présents. Je vais passer la parole donc à Océane Lévy, donc de l'organisme Caléor, qui va nous présenter effectivement ce lien entre la formation et le métier à domicile, et qui a eu aussi la gentillesse de pouvoir proposer à un apprenant de l'organisme de formation qu'on accueillera naturellement avec plaisir, qui va venir aussi témoigner d'une action de formation et pourquoi ce choix. Et on passera ensuite la parole à Madame Mansouri pour d'autres certifications dans sa présentation. Madame Lévy, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis Madame Lévy Océane. Donc, je représente l'organisme de formation Caléor. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de faire un petit zoom sur mon parcours professionnel. Donc, moi, je viens du domaine à la base de l'industrie. Donc, j'ai travaillé pendant une bonne partie de ma vie avec des soudeurs et des tuyauteurs pendant 15 ans, et je m'occupais essentiellement du recrutement et puis des ressources humaines. Je suis tombée malade, j'ai fait un AVC. Donc, je me suis retrouvée dépendante à domicile et j'ai dû m'organiser et faire appel, on va dire, à toutes les structures dans ma région pour pouvoir intervenir à mon domicile. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai été confrontée, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Le personnel, bien que
ce soit des personnes, essentiellement des dames, qui sont intervenues, étaient adorables, mais il y avait beaucoup de manques en fonction de ce que moi j'attendais en tant que personne dépendante. Et lorsque j'ai guéri et que j'ai décidé de reprendre mon travail, je me suis essentiellement concentrée sur l'intervention à domicile. Donc, j'ai décidé de créer ma structure de service à domicile. Donc, j'ai eu 3 agences et en même temps, eh bien, j'ai créé beaucoup d'emplois, mais surtout sur le secteur de la personne adulte dépendante et de la personne âgée. Donc, la petite enfance, je m'en occupais pas du tout, parce qu'il faut préciser que le domicile, c'est pas que la personne âgée, comme le disait Monsieur Worms et puis Monsieur Fournier, c'est aussi les enfants, c'est les personnes handicapées, c'est tout. Lors de ma création d'entreprise, je me suis aperçue que non seulement mes salariés étaient pour certaines formées, d'autres pas, donc qui faisaient ce métier parce que c'était une reconversion professionnelle, parce qu'elles avaient envie d'apporter quelque chose aux personnes aidées et accompagnées. C'était pour beaucoup des mamans seules, des mamans isolées. Donc pour certains cas aussi des jeunes filles en reconversion ou qui souhaitaient aider un petit peu son prochain, mais toujours avec ce petit manque au niveau de l'accompagnement, cette partie technique, cette partie organisationnelle qui leur manquait. Donc c'était pour beaucoup des personnes qui apprennent, on va dire, sur le tas, si je peux me permettre. Et donc j'ai souhaité parfaire leur parcours de formation en créant une formation et un titre professionnel adapté sur l'intervention à domicile. Donc en y englobant dedans vraiment tout ce qu'il faut savoir et connaître pour pouvoir intervenir en toute sécurité au domicile d'une personne dépendante. Donc quand je dis en toute sécurité au domicile d'une personne dépendante, le domicile c'est quoi? C'est aussi c'est des tâches ménagères, pas que, mais il y en a. Donc on y est confronté. Il faut savoir faire le ménage. Faire le ménage chez une personne ou dans des familles, c'est pas comme faire le ménage chez soi à la maison. On a chacun sa façon d'eux, mais quand on va intervenir au domicile, donc hormis tous les gestes techniques et tous les gestes pratiques, il va falloir aussi s'acclimater au domicile de la personne et à l'environnement, parce qu'on va y rencontrer des appartements ou des maisons insalubres, on va y rencontrer des appartements où il va y avoir ou des maisons où il va y avoir des animaux. On va y rencontrer des milieux où il va y avoir toute une famille qui va y vivre, mais quand bien même, on va devoir uniquement s'occuper d'une seule personne. Donc, c'est toutes ces petites choses et ces petites spécificités du domicile qu'on ne va pas rencontrer en structure ou en EHPAD, auxquelles on va être confronté. Et si on n'y est pas préparé et formé, c'est compliqué. Faire le ménage, c'est pas que faire le ménage, parce qu'on va très bien pouvoir faire le ménage chez une personne qui a toute sa tête, mais faire le ménage chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est encore autre chose. Donc, il y a quand même des points essentiels à connaître pour ne pas mettre la personne accompagnée, même si c'est de l'accompagnement juste de ménage, en difficulté, et surtout pour ne pas se mettre soi-même en difficulté. Si on prend par exemple le cas d'une personne qui a la maladie de Parkinson, ce sont parfois des personnes qui sont amenées à faire des crises d'épilepsie. Donc si on est en pleine tâche ménagère et que la personne tombe et fait une crise, et si on n'est pas préparé, c'est juste quelque chose qui peut choquer et qui peut vous dégoûter du métier, alors que c'est un métier formidable. C'est pour moi l'un des plus beaux métiers, parce qu'on va y rencontrer toute la misère du monde, mais on va aussi y rencontrer toute la beauté du monde. Et c'est quelque chose qui devrait, quand je le présente, qui devrait faire partie même d'un travail, d'un service civique, quelque part, parce qu'on va y rencontrer plein de personnes et on va savoir comment se comporter. Donc, il y a beaucoup de savoir-être aussi. Donc, c'est ce qu'on demande. C'est une des qualités premières dans la formation qu'on a créée. Le savoir-être fait partie des qualités premières. Alors, on appelle ça une qualité maintenant, bien que ça ne devrait pas être une qualité, ça devrait être juste une façon d'être de tout le monde. Et si la personne n'a pas les gestes techniques et ni le savoir-être dans la formation, elle ne pourra pas y entrer. Donc, il y a un recrutement rigoureux. Si la personne
les gestes techniques, et quand bien même ce soit la meilleure femme de ménage et la meilleure cuisinière, si elle n'a pas le savoir-être, elle sera refusée de la formation parce que c'est une des qualités premières et essentielles pour pouvoir faire ce métier. Souvent, quand on vient me voir, oui. Je vois que monsieur Fournier acquiesce par rapport à ce que vous dites, notamment sur le savoir-être. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose, voilà, on touche vraiment aussi l'essentiel, je dirais, une fonction première du métier, où effectivement le savoir-être, enfin, je vois monsieur Fournier acquiesce et monsieur Worms aussi, je pense que vous recherchez en premier et naturellement, les organismes de formation, dans les formations qu'ils vont dispenser, vont pouvoir justement le mettre en avant dans leur recrutement. Alors, on ne travaillera pas forcément sur le savoir-être, on est aussi, ça c'est dans le cadre de son projet professionnel, on peut acquérir des compétences techniques, voilà, mais au départ, voilà, le savoir-être est noté et je pense que c'est important pour nos auditeurs aujourd'hui, c'est ce savoir-être qui est très important. Peut-être, Madame Lévy, vous nous avez dit que vous aviez voilà, un apprenant voilà, qui justement sûrement a toutes les qualités en termes de savoir-être et qui a accepté voilà, de témoigner pour justement nous parler de ce métier. C'est ça, tout à fait. Je vais laisser la place à Mokhtar, qui est un homme, alors surprenant, mais oui, les hommes peuvent aussi exercer ce métier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vais me présenter un petit peu. Moi, je m'appelle Toularmine Mokhtar. Alors, j'ai été formé par la société Caléor en tant qu'IVAD. D'accord. Avant ça, bon, je vais parler un peu de mon parcours. Avant ça, bon, j'ai fait un BEP. Suite à ça, j'ai travaillé dans une association durant 25 ans. J'étais médiateur social dans une association. Et après, j'ai cumulé aussi quelques petits jobs à côté. Et sur tous les petits travails que j'avais trouvés à côté et tout ça, ça ne me plaisait pas trop parce que je n'avais pas ce contact humain. Et bon, comme j'ai travaillé 25 ans dans une association, ce contact humain, là, au bout d'un moment, on en a besoin. Alors, j'avais participé à un forum de Caléor. Et ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans, on verra bien ce que ça peut donner. Bon, c'est vrai qu'au début, on se dit sur quel pied on va danser, comment ça va se retrouver, quelle situation, et ainsi de suite. Bon, parce qu'on ne connaît pas trop. En plus, pour un homme, c'est pas trop simple. Mais après, par la suite, suivant l'évolution de la formation, on s'intéressait de plus en plus en fait à vouloir aller sur le terrain pour voir est-ce qu'on était capable ou pas de mettre en pratique ce que l'on avait appris durant cette formation. Alors par la suite, on a cumulé beaucoup de choses pour beaucoup de savoir et qu'on a pu mettre en pratique pendant la formation dans les EHPAD. C'est des personnes aussi individuelles, chez d'autres personnes. Mais après, quand notre formation c'est fini, on a quasiment, je pense qu'à 90%, 95%, on a tout de suite travaillé derrière. Dans les 2 semaines tout de suite derrière, on a commencé tous à travailler. Et pour ma part aussi, j'y ai travaillé aussi. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une différence entre le moment où nous, on a été formés et puis les personnes qu'on rencontre sur le terrain. Les collègues, en fait, les futurs collègues de la société qu'on rencontre sur le terrain. Sans le vouloir, on devient nous-mêmes formateurs par rapport à ça. Parce que bon, il y a des gestes et postures qu'eux n'ont pas appris. Vous vous dites, bon, il y en a qui ont été embauchés comme ça sur le tas parce que bon, voilà, on pense qu'ils connaissent, qu'ils savent ou qu'ils savent pas, peu importe. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles que eux pratiquaient, mais qui n'étaient pas pratiquées convenablement. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est un métier sur lequel on en apprend tous les jours.
Et il y a des fois aussi, il faut avoir le cœur bien accroché, mais des fois aussi, on a le sourire. On est content aussi d'avoir apporté du bonheur à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et c'est tout ça, en fait, qui fait que, voilà, moi, ça m'a motivé. Et voilà, et puis je suis content d'avoir fait cette formation, qui est très, très bien. C'est vrai qu'au début, bon, il y a des hauts et des bas durant la formation, parce qu'on se dit dans quelle sauce on va être amené, là, ça va être compliqué. Est-ce que je serai capable de faire? Je ne serai pas capable de faire? Voilà, moi, le premier jour, on me dit, ouais, ben, il faudra faire de la toilette. Ouais, d'accord, ben, moi, la toilette, pour moi, c'était prendre un gant de toilette, lui laver le visage. Ouais, mais on m'a pas dit qu'il fallait déshabiller la personne. Voilà, mais oui. après, par la suite, tout s'est fait naturellement. Et puis, voilà, après, c'est des gestes qu'on prend, qu'on a l'habitude de faire. Et, et voilà, et c'est des gestes qu'on a l'habitude de faire, comme je disais. Et après, ça devient automatique. Il y a aussi le ménage, le repassage, c'est pareil. Et faire à manger aussi aux bénéficiaires. Voilà. Ça aussi, Alors, c'est toutes des choses qu'on apprend. Et puis voilà, comment on pratique. Et puis après, on se sent un peu plus à l'aise parce que les bénéficiaires, au fur et à mesure qu'on les rencontre, on lie un lien en fait avec eux. Alors merci pour votre témoignage, c'est très, très intéressant. Déjà, d'une part, vous avez un parcours atypique et un parcours en reconversion professionnelle. Donc, on salue effectivement votre parcours. Hein. Moi, je suis toujours très sensible à voilà, aux reconversions, aux situations pas communes. Vous êtes un homme dans un métier qui est traditionnellement féminin. Hein. Je parle sous couvert des collègues qui sont présents et les employeurs voilà, se disent bah s'il a déjà du travail, c'est bien dommage pour nous, hein, c'est ça que voilà. Voilà, je pense que voilà, vous avez dit les choses tout à fait justement. Cette envie de voilà d'être au contact des autres, de rendre un service, de travailler avec l'être humain, pour l'être humain. Vous vous êtes qualifié, vous avez suivi cette action de formation et voilà, et désormais sur une autre activité professionnelle que l'on vraiment par rapport à votre parcours. Merci beaucoup, vous êtes un bel ambassadeur effectivement des métiers de l'aide à domicile. Franchement, et je pense que vous avez toute votre place pour pouvoir justement en parler. Je pense que voilà, ce sont des profils comme le vôtre qui permettent aussi aux gens d'avoir envie de franchir la porte et de se qualifier aussi. Vous avez dit que c'était important par rapport à la qualification que vous avez suivie. Je vous remercie. Juste, Madame, oui, Madame Yeri. Oui, je voudrais intervenir parce que le témoignage de Mokhtar est formidable parce qu'il a tout résumé. Il a tout résumé, c'est un vrai parcours de vie, c'est un vrai parcours professionnel. Il lui manquait de l'humain et il a trouvé sa voie. En même temps, il a très bien dit, effectivement, en formation, des fois on se dit, oh là là, je vais repartir en formation, ça va être difficile, je sais pas quelle sauce je vais te manger. Mokhtar a tout dit. En fait, Mokhtar, voilà, il a trouvé son métier, il est rentré au domicile, il a trouvé le contact humain et la formation lui a permis de s'outiller, d'apprendre les gestes techniques et même le savoir-être. Je pense que Mokhtar a des qualités humaines naturelles, mais le savoir-être aussi s'outille en formation. Ça permet de monter en compétence aussi, le savoir-être. Savoir se protéger soi-même, savoir bien communiquer, savoir prendre du recul, savoir protéger sa propre santé, la toilette, le transfert, les déplacements, tout ça s'apprend. Et Mokhtar a tout résumé. Il a l'air très heureux, Mokhtar. Ouais, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vais passer la... Oui. Ça ne vous dérange pas? Oui, puis Non, aussi je vous en prie. Comment? Je vous en prie, allez-y. Oui, après, pendant la formation aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on a pris aussi le respect de la pudeur aussi par rapport aux bénéficiaires. Ça, c'est très important parce que les bénéficiaires, quand on arrive, ils se sentent gênés. Ils ne veulent pas toujours accepter la toilette. Allez. Après, il faut juste pouvoir expliquer qu'ils acceptent pour la première fois. Parce qu'on leur fasse la toilette ou qu'on intervienne. Et les fois d'après, après, il n'y a pas de souci. Ça roule tout seul. Voilà. Ça va trouver les jamais partir négatif, même si on se fait refuser l'entrée chez une personne, parce que ça peut arriver qu'on nous refuse l'entrée. Mais voilà, après, avec un peu de dialogue et lui expliquer un peu que voilà, on a été formé, que c'est un métier,
c'est notre métier. On ne vient pas comme ça, on n'a pas été envoyé par, Oui, par vous êtes n'importe qui. professionnel. On n'a pas été recruté sur le trottoir pour rentrer tout de suite au domicile. Voilà, qu'il y a eu une formation et ainsi de suite. Voilà. Merci Mokhtar. Allez, Merci bon courage pour à les- tous. Merci. À bientôt. Merci. Madame Mansouri, peut-être une précision. Un autre, on a vu avec l'exemple donné par Madame Lévy et donc sur le titre que sa structure a développé. Peut-être il existe plusieurs possibilités en termes de qualification au niveau des métiers du domicile. Vous pouvez nous présenter effectivement des autres qualifications aussi qui peuvent être suivies par le public. Donc, rapidement nous présenter effectivement ce en quoi consistent ces qualifications. Je suis Choubaïla Mansouri, donc coordinatrice au niveau de l'Adapte-Marne formation. Et nous mettons en place depuis une douzaine d'années les formations dans le cadre de la branche des salariés du particulier employeur et de la branche professionnelle des assistantes maternelles du particulier employeur. Donc, nous mettons en place des formations qui sont portées et conçues par l'Institut Hyperia, à destination des professionnels des deux branches. Donc, les salariés peuvent partir en formation sur différentes modalités. Donc, il y a différents diplômes également. Donc, comme vous venez de le préciser, 3 titres sont mis en place. Les 3 titres sont de niveau 3 sur la nouvelle nomenclature des certifications, donc anciennement niveau 5, niveau CAP, BEP. Il y a effectivement le titre d'assistant de vie dépendance pour la perte d'autonomie qui peut être durable, par exemple en raison d'un handicap ou du grand âge, ou temporaire, suite à une chute, donc une personne qui est temporairement immobilisée, qui aurait besoin d'une assistante de vie, donc, ou d'un assistant de vie, parce que nous aussi, dans nos formations, nous accueillons régulièrement des hommes. Donc, la prise en charge, l'accompagnement plutôt, plus qu'une prise en charge, puisqu'il s'agit en général de faire en sorte que la personne soit mobilisée, soit stimulée au maximum afin de conserver une grande part d'autonomie résiduelle. Donc, il y a différentes missions qui sont dévolues à l'assistant de vie, à savoir l'aide à la toilette, l'entretien du domicile, l'entretien du linge, la préparation des repas, l'accompagnement aux sorties, prise de rendez-vous, sortie d'agrément, hein, ça pourrait être les promenades, et puis un accompagnement encadré des tâches administratives sont importantes dans ce sens où nous mettons en avant les limites de la profession, ce qui permet aux particuliers d'avoir la certitude d'accueillir un salarié qui a une connaissance et une maîtrise de son environnement professionnel, de ses droits et de ses limites. On revient à ce que disait Madame Nériclot par rapport à votre présentation, c'est la mise en sécurité, je dirais aussi bien de la personne à domicile que du salarié lui-même, parce que l'important c'est toute la relation, je dirais, formation-emploi, qui va permettre aussi de ne pas mettre le salarié lui-même en difficulté. Madame Lévy faisait un état tout à l'heure par rapport à des pathologies spécifiques du public qui peuvent faire peur si on n'est pas préparé, si on n'a pas effectivement suivi une formation. Donc par rapport à ça, pour que nos interlocuteurs comprennent bien, donc plusieurs possibilités en termes de formation, j'inviterai les auditeurs à pouvoir télécharger les différents documents mis à disposition par les organismes de formation au sujet de ces qualifications pour justement voir ce qui est pertinent pour eux. Madame Mansouri, vous vouliez juste préciser aussi les deux autres certifications à disposition rapidement pour qu'on puisse laisser la parole aux employeurs.
Ah, je pense qu'on a un petit bug aussi Et technique. voilà, donc je reprends le relais. Madame Hériclot, parfait. Je suis la roue de secours. C'est très bien. Effectivement, nous avons 2 autres certifications dans notre secteur, le titre de branche assistant maternel garde d'enfants, toujours de niveau 3, et le titre employé familial. Le titre employé familial de niveau 3 aussi, il faut bien l'appréhender, ce titre, parce qu'il y a différentes fonctions. C'est le spectre le plus large du métier et qui n'est pas forcément connu. C'est à la fois une personne qui va entretenir le domicile, entretenir le linge, qu'il peut également effectuer de la garde d'enfants de 3 ans jusqu'à 18 ans, mais qui peut également accompagner des seniors encore autonomes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de situations de dépendance, mais on a aussi des seniors qui sont en perte d'autonomie, mais qui ont encore une autonomie et qui pour autant ont besoin d'accompagnement ou d'aide à la sortie. Et je rajouterai aussi, pour compléter, que dans notre secteur de particulier à particulier, dans l'emploi direct, chacun de nos salariés qui est en situation de travail a le droit à 58 heures de formation par an, entièrement financée, donc gratuitement. Il ne faut pas oublier que cet outillage, même si ce n'est pas un joli mot, on a besoin parfois ponctuellement d'enrichir ses connaissances et d'enrichir ses compétences sur des modules de formation plus courts et pas forcément de longues formations. Donc la formation continue existe et puis également, Monsieur Fournier, Monsieur Worm me confirmeront, il y a un maintien, une actualisation des connaissances qui permet aussi. Donc les catalogues de formation continue, il ne faut pas les oublier parce que parfois, alors il ne faut pas tout résoudre non plus, tout résumer à la personne âgée, ne pas oublier aussi la personne en situation de handicap, quel que soit son âge. Le handicap fait parfois peur, donc on a besoin d'enrichir ses connaissances simplement par méconnaissance. Le handicap psychique, le handicap moteur, il y a toute une typologie de handicap et la formation permet d'enrichir ses connaissances. Les enfants en situation de handicap ont besoin d'aide au quotidien également. Et puis les parents de ces enfants ont besoin de soutien. Tout ça, ça s'apprend. Donc il faut vraiment partir dans une logique de parcours professionnel, mais aussi de formation. Alors, je vous remercie pour l'intervention et ça fait un petit relais aussi sur les personnes qui suivent cette table ronde. On a justement sur le salon tout un volet sur la situation de handicap et notamment quelque chose sur le handicap invisible. Et je vous invite justement à vous connecter sur le salon, sur le hall, pardon, métier du soin et être en situation de handicap et travailler dans les métiers du soin qui vous apprendra aussi beaucoup de choses sur notamment les typologies du handicap et notamment quelque chose sur le handicap invisible. On va passer la parole justement par rapport, on a la formation. Oui, Madame Lévy, avant de passer la parole à Monsieur Fournier, à Monsieur Worms, on est un petit peu pris par le temps, malheureusement. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Alors c'est vrai qu'il y a des formations, beaucoup de formations qui sont proposées et parfois ça peut être compliqué de s'y retrouver un petit peu dans les méandres des parcours de formation. Mais moi, ce que je souhaiterais faire avant tout, c'est sensibiliser et plutôt faire la promotion du métier parce que c'est un métier qui est actuellement très peu connu parce qu'il n'est pas assez reconnu. Donc j'invite vraiment les personnes qui souhaitent se lancer dans ce secteur d'activité à s'interroger. Je pense que c'est vraiment tout un parcours, toute une interrogation personnelle qu'on doit faire et qui est vraiment primordiale. Donc qu'on soit une jeune fille, qu'on soit une mère de famille, qu'on soit un papa ou pas, c'est quelque chose que l'on peut faire avec des possibilités d'évolution. Donc on peut très bien, quand on est une jeune fille, quand on est étudiante, si on a l'envie d'être infirmière ou être soignante, mais qu'on ne sait pas trop si le soin, ça va nous plaire ou pas, pourquoi pas commencer par une formation comme ça pour mettre un premier pied dans le secteur de l'accompagnement et du soin et pouvoir évoluer. Il y a des évolutions de carrière, c'est pas fermé, donc on peut très bien évoluer vers l'aide-soignante, vers l'infirmière, vers l'accompagnant, vers l'éducateur. Et c'est vraiment un très très beau métier. Donc j'encourage vraiment la personne à faire un parcours intérieur et à se trouver soi-même et puis de pouvoir ensuite faire son choix. Merci pour la précision. Alors, je voudrais passer la parole à Monsieur Fournier, Monsieur Worms, très rapidement pour nous parler aussi des besoins spécifiques des structures, pour qu'on voit on a parlé en introduction qu'on est sur un secteur vraiment en recrutement où il y a des besoins très importants. Donc, je voulais
pour illustrer ces propos, avoir le point de vue des employeurs et qui nous disent effectivement, aujourd'hui, ils nous ont montré comment ils recrutaient, quelles étaient les qualités importantes et qui étaient mises en avant. Aujourd'hui, quels sont les besoins du secteur? Est-ce que le domicile recrute? Voilà, je voudrais entendre vraiment votre point de vue à ce sujet qui pourra vraiment éclairer nos auditeurs. Alors, qui commence? Monsieur Worm? Non? Oui? Allez-y. Allez, Monsieur Fournier. Je dirais un grand oui, le domicile recrute, c'est plus un secret, on recrute de plus en plus. Alors nous, l'Azimat, on est situé dans l'Aube. Concernant mes besoins, je recrute en permanence et sur des départs de salariés en retraite, des départs naturels, des départs aussi, comme on l'a dit, hein, c'est un métier qui est très évolutif. Donc quand on est auxiliaire de vie, assistante de vie aux familles, enfin agent à domicile, on a aussi une ambition et on évolue sur des postes d'aide-soignante. Donc il faut aussi remplacer nos agents à domicile. Donc voilà, il y a un turnover naturel qui fait qu'on a des besoins et c'est aussi un métier qui est en fort développement puisqu'on encourage le maintien à domicile, puisque nos EHPAD ont de moins en moins de place. Donc du coup, et aussi notre population française est vieillissante. Donc du coup, on se développe très fortement et donc on a de gros besoins. Moi, à aujourd'hui, j'ai une vingtaine de postes à pourvoir. J'ai 150 aides à domicile pour environ 650 bénéficiaires, rien qu'en personnes âgées. Et dans la situation, pour les personnes en situation handicap de 18 à 60 ans, les besoins sont également grandissants. Donc, on a des besoins en permanence. Concernant, je voulais juste faire aussi un petit zoom sur l'intervention de Mokhtar et puis l'intervention de mes collègues dans la formation. Je voulais rassurer toutes les personnes qui souhaitent postuler, vous rassurer sur la toilette, parce qu'on n'a pas beaucoup insisté. Et souvent, on se dit, oui, tout ce qu'on vous proposez, c'est bien, mais moi, j'ai vraiment pas envie de toucher les personnes. J'ai pas envie d'être face à la nudité. Je peux tout faire sauf ça. Rassurez-vous, mon collègue Benoît Worm l'a dit tout à l'heure, il y a des immersions, des découvertes de métiers qui sont proposées par Pôle emploi. Donc, on peut vous accueillir et vous allez accompagner nos aides à domicile pour découvrir ce qu'est le métier et vous rassurer que la toilette, ce n'est pas du tout ce que vous pensez, le toucher de la personne également. Et statistiquement, et moi je peux vous le dire par rapport aux aides à domicile que je recrute, souvent, on vient me dire en me disant Monsieur Fournier, vous avez raison d'insister. Je trouve que la toilette, c'est vraiment quelque chose où il y a un véritable contact, un véritable échange. On se sent utile. Et aujourd'hui, je préfère même faire les toilettes que le ménage. Donc, rassurez-vous, venez nous voir, venez découvrir le métier et après, on reparlera de la toilette. C'était juste le petit bout que je voulais faire. Merci, Monsieur Fournier, c'est très important et c'est très important aussi que les participants puissent l'entendre de la part de l'employeur. Monsieur Worms, un petit point sur les recrutements. On a dit que c'était un secteur en pleine évolution. Monsieur Fournier nous a montré effectivement les besoins croissants au niveau de son secteur géographique. Qu'en est-il concernant votre secteur, plus particulièrement par rapport à votre structure sur la Moselle ? Les besoins sont les mêmes donc en Moselle et en Meuse, avec les mêmes qualifications, les mêmes personnes qui veulent découvrir le métier, qui ont déjà des expériences, avec aussi des diplômes de soins, par exemple, je pense aux aides-soignants, mais je pense aussi aux diplômes un peu plus éducatifs, les TISF, avec des auxiliaires de puériculture, ou des personnes qui ont certains de ces modules et qui, avec une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience, vont pouvoir compléter leur parcours antérieur. Et je rebondis aussi, il n'y a pas, par rapport à ce que disaient tout à l'heure les collègues, il n'y a pas de concurrence avec le type d'emploi non plus. On peut très bien, par exemple, être assistante maternelle agréée et garder des enfants directement employés par une famille, et puis compléter à quelques moments de la semaine ou à quelques moments du mois, en attendant, par de l'emploi en prestataire ou en mandataire. Personnes qui sont accompagnées au quotidien, qui ont leur aidant naturel qui n'est pas là, et il peut y avoir du soutien ponctuel. Et c'est vrai pour nous qui pouvons répondre à des besoins ponctuels, mais c'est vrai aussi aux personnes qui veulent se réorienter, qui peuvent
avoir des moyens complémentaires. Ils ont un temps partiel d'un côté, ils veulent compléter, les enfants grandissent et ils veulent reprendre un petit peu un pied dans le monde du travail. Ça peut être aussi des parcours, des accompagnements en attendant une rentrée en formation ou autre chose. Donc les besoins sont multiples, sont ponctuels, et puis après on se prête au jeu et comme le disait Jérémy Fournier, peut-être que les personnes disent « Ah, j'y pensais pas, mais ça m'intéresse ». Petit bricolage aussi à domicile pour les personnes âgées. Les bricoleurs ou les bricoleuses, on a besoin d'elles. Merci beaucoup pour les précisions, une excellente transition parce que justement, on souhaitait justement présenter aussi aux personnes le cumul d'emploi. On en a parlé, vous venez d'introduire effectivement cette notion. Monsieur Worms, je vais laisser la parole à Catherine Campa du particulier emploi qui va effectivement nous expliquer brièvement ce qu'est la possibilité du cumul d'emploi parce que effectivement, on a toutes les situations possibles et je vous inviterai effectivement à vous rendre sur le site du particulier emploi dont on mettra le lien sur le salon virtuel pour vous expliquer et vous dire que oui, c'est possible, on peut cumuler plusieurs emplois et je laisse Madame Campa nous éclairer sur le sujet. Merci. Effectivement, par rapport aux formations qui ont été présentées par Madame Mériclot, Madame Mansouri, c'est pour travailler entre particuliers, ce qu'on appelle l'emploi direct, un salarié qui va être embauché par un particulier employeur et bien souvent déclaré en CESU pour tout ce qui va être le domaine de la dépendance et des petits boulots, différents emplois. Il en existe 21 dans notre secteur d'activité. Et la garde d'enfants ou l'assistant maternel qui vont plutôt être déclarés via le système de la page emploi. Donc, nos salariés déclarés en CESU vont travailler pour plusieurs particuliers employeurs. Ils peuvent également cumuler des emplois d'assistant de vie et de garde d'enfants à domicile. C'est possible. Et c'est également possible de travailler pour une structure mandataire ou une structure prestataire. On peut compléter son emploi du temps en fonction de ses besoins et de sa situation personnelle aussi. Effectivement, si maman travaille, qu'elle veut par exemple se garder son mercredi pour s'occuper de ses propres enfants, elle évitera de choisir et de prendre des contrats sur les mercredis. Notre secteur d'activité a un cadre à respecter et la déclaration au CESU pour notamment les assistantes de vie va ouvrir des droits sociaux aux salariés, notamment en cas de protection. Il est protégé en cas d'accident du travail, en cas de maladie. Il aura des indemnités journalières de la sécurité sociale comme tout salarié et également un complément au niveau de l'IRSEM, qui sera sa caisse de retraite et complémentaire. Donc, il cotise à sa retraite. Le salarié du particulier employeur a également une couverture par rapport à l'assurance chômage. C'est-à-dire, en cas de perte d'emploi, il va pouvoir bénéficier aussi de l'assurance chômage. Bien sûr, donc, il va cotiser à sa retraite, comme je l'ai présenté. Et surtout, il a un accès à la formation dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Comme Stéphanie Mériclot l'a présenté tout à l'heure, il a le droit à 58 heures par an pour se perfectionner et pour accroître et valoriser ses compétences professionnelles. Alors, merci pour vraiment ces précisions. Alors, j'invite vous, Madame Campa, un lien a été mis sur le salon concernant aussi toutes les possibilités de cumul d'emploi. On peut pas les définir ici. Voilà, chaque situation est tout à fait personnelle et on peut l'appréhender voilà, très précisément. Je vous invite, pour les personnes intéressées, à vous connecter sur le site du particulier emploi. Vous pouvez avoir toutes les réponses et notamment aussi poser des questions en direct voilà, aux conseillers qui pourront tout à fait vous répondre. Alors, j'ai envie de dire par rapport à cette table ronde, déjà, d'abord, merci à l'ensemble des intervenants, mais on est vraiment sur un vrai métier. On n'est pas sur un métier, on est sur un métier qui est professionnalisé aujourd'hui. On a vu avec les différents intervenants organismes de formation qu'on est sur de la certification, des diplômes qui sont reconnus. On a les employeurs qui nous disent effectivement il y a des besoins. On peut exercer
plusieurs métiers, on peut évoluer professionnellement. On a aussi la formation continue qui est mobilisable. Donc, je pense que c'est un secteur effectivement en pleine évolution, en pleine ébullition, on va dire dans le recrutement. Alors, j'invite effectivement les personnes qui seraient intéressées, comme le disaient Monsieur Fournier et Monsieur Worms, d'oser franchir la porte et de se dire, eh bien, voilà, je vais travailler au domicile des personnes en situation de dépendance pour et l'engager comme un véritable projet professionnel. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants. Un petit mot de la fin, si quelqu'un souhaite moi, je dirais compléter. Moi, je dirais que les besoins sont croissants et à horizon 2030, ils vont être exponentiels. 2030, c'est pas loin, c'est dans 10 ans, mais à tel point qu'il y a un plan grand âge qui est sorti par l'État. L'État a totalement conscience que de toute façon, nos personnes âgées devront être aidées. Comme l'a très bien dit Monsieur Fournier, les maisons de retraite ne sont pas exponentielles non plus. Donc les besoins sont déjà énormes et ils seront de plus en plus énormes. Donc, vive l'emploi dans l'aide à domicile. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup.